Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous de la ligne 100. Nous allons aujourd'hui faire un focus sur la réforme de la facture électronique, car il reste moins de 450 jours avant l'application de la réforme. Nous avons aujourd'hui Bruno Adler, responsable de la ligne 100 chez Apogea, qui animera ce webinaire. Je rappelle à tous les participants que vous avez à votre disposition un chat si vous souhaitez poser des questions tout au long du webinaire. Nous allons réserver 5 à 10 minutes de questions-réponses à la fin et le webinaire sera enregistré et il sera disponible également sur notre chaîne YouTube Apogea dans la journée. Je vous souhaite à tous un bon webinaire et je laisse la parole à Bruno. Merci Jessica. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de la ligne 100. Comme précisé par Jessica, donc on va aborder de nouveau la réforme de la facture électronique qui petit à petit s'approche. On est à moins de 450 jours effectivement de la mise en application de cette réforme et on va voir ensemble comment pouvoir préparer tout de même ce projet 7 100, ce projet d'évolution et être en conformité dès le 1er septembre 2026. Date d'application de cette réforme. On va rentrer dans le vif du sujet et, aborder ce calendrier d'application qui va être valable par typologie d'entreprise. Donc, on garde effectivement toujours une application en deux phases. Au 1er septembre 2026, date qui concerne l'intégralité des entreprises assujetties à la TVA, que je sois redevable ou pas de la TVA. Je vais avoir pour obligation de réceptionner dès le 1er septembre 2026 une facture dématérialisée. Euh, Ces factures dématérialisées que je vais devoir recevoir même en tant que petite entreprise, je vais les recevoir des grandes entreprises ou des entreprises de taille intermédiaire. Donc toutes les entreprises ayant un effectif supérieur à 250 salariés auront, elles, l'obligation d'émettre de manière dématérialisée ces factures, ce qui permettra donc à toutes les autres entreprises de les recevoir. Et puis au 1er septembre 2027, cette fois, toutes les entreprises assujetties à la TVA auront pour obligation d'émettre des factures dématérialisées. Ce qui veut dire que là, l'intégralité des entreprises échangeront des factures dématérialisées selon cette nouvelle réforme imposée par l'administration. Qui dit émission de factures dématérialisées, donc la notion de e-invoicing, va imposer également le flux de e-reporting qui viendra en complément de l'émission de ces factures dématérialisées. Donc, ce qui est bien important de comprendre, c'est que bah, quelle que soit la taille de votre entreprise, au 1er septembre 2026, cette réforme vous est imposée. Alors, on parle de factures dématérialisées, mais c'est vrai qu'on pourrait se dire que à partir du moment où j'envoie un PDF par mail, on est dans le cadre d'une facture dématérialisée, ce qui n'est pas du tout le cas. Une facture dématérialisée au sens de la réforme, c'est une facture qui va être créée, transmise et conservée sous un format dématérialisé. Donc, vous avez des informations minimales qui vont devoir être intégrées à ces documents, mais ce qui est important, c'est de bien comprendre qu'on est sur une forme structurée, à la différence d'une facture papier évidemment ou d'un PDF ordinaire, un PDF simple. Vous avez l'obligation d'associer à ce PDF, dans ce cas-là, un fichier structuré, donc fichier XML, qui va permettre un traitement automatisé par tous les acteurs de cette réforme. Vous avez bien évidemment des normes légales et cette facture va devoir transiter, comme on va le voir, par des plateformes qui ont été certifiées, immatriculées par l'administration. Alors, si on fait un petit comparatif entre une facture électronique et une facture classique, on va voir que la facture classique, on est effectivement sur un PDF simple qui va être lisible par l'humain. À la différence d'une facture électronique qui va pouvoir être, elle, utilisée par des logiciels grâce aux fichiers XML, aux structures UBL, C2I. La facture X permettant, elle, de répondre à la fois à l'humain et à la machine parce que vous allez avoir l'association d'un PDF et d'un fichier XML. Donc, on est sur un format de facture hybride ou mixte qui va permettre de répondre aux deux. Le PDF simple, qui plus est envoyé par mail, n'est pas du tout conforme à la réglementation. Donc, ça ne pourra pas répondre à la réforme de la facture électronique, à la différence d'une facture dématérialisée, qui, elle, va également pouvoir être intégrable de manière beaucoup plus simple et fiable et rapide dans les différents outils de gestion, du fait de cette structure, de ce fichier qui est normé, qui contient des balises et qui va être
valable pour tous les éditeurs de solutions du marché. L'avantage également d'avoir une facture électronique, c'est que vous allez pouvoir faire des vérifications automatiques et vous assurer que toutes les mentions obligatoires sont bien présentes. C'est-à-dire que des balises, encore une fois, sont disponibles dans ces fichiers et vont permettre d'identifier précisément que dans telle balise, je dois avoir telle information. Et donc, les contrôles vont pouvoir être automatisés euh, et rendus beaucoup plus simples et performants. La facture classique, la plupart du temps, est transmise par email simple, ce qui ne sera plus possible dans le cadre de cette réforme. Vous allez devoir utiliser donc des PDP. On va voir justement pour quelles raisons, avec une traçabilité qui sera disponible, un cycle de vie de la facture qui pourra permettre aux différents acteurs là aussi de savoir où en est la facture et qui doit s'en occuper. Et puis votre facture que vous recevez par email simple, il y a des risques de perte, des erreurs, des doublons. L'archivage va être géré peut-être uniquement dans la messagerie, à la différence de la facture dématérialisée qui va pouvoir être archivée de manière sécurisée et encore une fois avec un suivi en temps réel de cette facture, qu'elle soit chez le fournisseur ou chez le client. Donc on voit bien que là, les différents formats de facture sont complètement différents et le PDF ne va pas pouvoir être conservé dans le cadre de cette réforme. Au niveau des flux, on va voir également que vous allez avoir des changements. Donc des nouveaux acteurs vont apparaître et on va les aborder. Et également, les relations entre le client et le fournisseur vont plus être tout à fait les mêmes qu'actuellement. Donc comme on le disait, dès le 1er septembre 2026, toutes les entreprises auront pour obligation d'accepter la réception dématérialisée des factures fournisseurs via les PDP. C'est les grandes ETI et les ETI, pardon, les grandes entreprises qui vont initier le bal et commencer à faire cette dématérialisation. Et le premier point qu'on peut voir, c'est qu'entre le fournisseur et l'acheteur, vous n'aurez plus un lien direct, comme ça peut être le cas aujourd'hui avec l'envoi d'une facture par mail. Vous aurez entre les deux forcément des PDP. Les PDP, donc les plateformes de dématérialisation partenaires, qui ont été donc certifiées par l'État, vont permettre de réceptionner les factures émises par un fournisseur et les acheminer à un acheteur par le biais là aussi d'une PDP. Ces PDP vont communiquer avec des opérateurs de démat, donc des outils de gestion qui vont permettre d'émettre des factures dématérialisées. Et ces PDP vont également communiquer avec le portail public de facturation, le PPF, un autre des acteurs, PPF qui va faire office de concentrateur de données qui vont être remontées ensuite à l'administration fiscale, tout ce qui va être données de facture et de transactions, mais va permettre aussi d'être un peu le chef d'orchestre avec l'annuaire des entreprises qui va être référencé sur ce PPF et permettre d'identifier pour chaque client quelle sera la PDP qui aura été retenue. Et grâce à cet annuaire, les PDP vont savoir que l'entreprise Dupont a pris la PDP Sedge et la facture devra être déposée sur cette plateforme. Donc, le PDP du fournisseur va collecter également toutes les données relatives aux factures et les transmettre à la PDP du client. Et dès le 1er septembre 2027, toutes les autres entreprises devront être en capacité également de PDP. Ce qui est important aussi de bien comprendre, c'est que toutes les entreprises vont devoir adhérer, adopter une nouvelle plateforme de dématérialisation partenaire. On va le voir juste après. Ça va être une obligation pour pouvoir répondre à cette obligation de dématérialisation. Le PPF, portail public donc de facturation, avait vocation initialement à être aussi une plateforme de dématérialisation. Et finalement, le périmètre du PPF a été revu, a été restreint. Donc, ce ne sera plus une possibilité pour les sociétés de passer par cette plateforme pour dématérialiser. Donc, l'État a changé un petit peu son fusil d'épaule et ce PPF va conserver uniquement un rôle de supervision et de collecte des données fiscales qui vont être remontées à la DGFiP pour alimenter de manière automatique la déclaration de TVA. Et l'élément central donc, de cette réforme, l'annuaire des entreprises, va être stocké sur ce PPF et va permettre aux différentes plateformes de pouvoir échanger de manière
de manière transparente et fluide. L'annuaire, c'est vraiment l'élément fondamental et central de la réforme, et c'est lui qui permet d'identifier donc les différentes entreprises, émetteurs, destinataires, et pour chaque entreprise, cet annuaire va être enrichi, va être complété avec l'identification de la PDP choisie, là où les PDP qui vont être heu, utilisés par les entreprises en fonction des différents cas de figure. Ce qui signifie véritablement que ce PPF n'est plus une option heu, pour la réception des factures, ni même pour l'émission. Le PPF n'aura plus vocation à dématérialiser les factures. Un point important, comme on l'a vu avec ce revirement du PPF, la réforme est en perpétuel mouvement, en perpétuelle évolution, et va s'ajuster dans le temps en fonction de différents éléments, de tests ou autres. Donc, certains points vont certainement être revus, et dans les années à venir, la réforme va évidemment évoluer encore dans le temps. Donc, c'est un élément très important de, de faire attention à toute cette réforme, et de bien être au courant des différentes évolutions, parce que ça aura des impacts à la fois sur vos outils de gestion, mais également sur vos process et vos façons de faire. En complément du PPF, bah, vous avez des plateformes de dématérialisation partenaires. Donc, elles ont été immatriculées par l'administration et vont permettre d'assurer différents rôles dans le cadre de cette réforme en complément du PPF. Les principaux rôles vont être évidemment la transmission des factures électroniques entre fournisseurs et clients. C'est ces plateformes qui vont recevoir les factures que les fournisseurs vont émettre et les déposer ensuite sur la plateforme des clients, mais également les transmettre à l'administration pour les remonter à l'administration. Également, ces plateformes vont être en capacité de contrôler la conformité des factures dans l'un des formats imposés par l'administration, le format UBL, le C2I ou le FactureX. Encore une fois, comme on est sur des formats structurés, normés, ces contrôles vont pouvoir être faits en temps réel et de manière très simple par les plateformes qui auront cette vocation-là. Elles vont permettre également de contrôler les mentions obligatoires. Et en cas de facture non conforme, un rejet de cette facture pourra avoir lieu soit par la plateforme de l'émetteur, soit par la plateforme du destinataire. Et puis, en complément des factures qui vont transiter, vous allez avoir des données de transaction qui vont devoir remonter à l'administration fiscale pour pouvoir alimenter de manière automatique les déclarations. Alors, bien évidemment, des avantages vont être tirés vers les entreprises avec une simplification des échanges. Je n'ai plus m'embêter à éditer mes factures, à les envoyer par la poste, à les envoyer par mail, à pourquoi pas les déposer sur des plateformes privées de certains de mes clients. Ça va me permettre également de sécuriser mes données. J'aurai une traçabilité renforcée avec ces différentes plateformes qui vont me permettre de savoir où est la facture, est-ce qu'elle a été reçue, rejetée, acceptée, mise en litige, etc. Et ces échanges dématérialisés vont permettre une intégration dans mes outils de gestion de manière beaucoup plus simple et me permettre d'automatiser certaines tâches que je faisais manuellement aujourd'hui. Et puis, tous ces, tous ces automatismes vont me permettre là aussi une réduction des délais de traitement et donc des litiges au niveau des factures qui, soi-disant, n'auraient pas été reçues ou envoyées dans les temps. Ce qui est important, c'est véritablement de choisir une PDP avec soin, parce que les impacts au quotidien vont être nombreux, et une PDP la plus intégrée possible à vos outils de gestion va vous permettre de vous faciliter les échanges et de gagner du temps, de la fiabilité, etc. En complément de la dématérialisation des factures, on va également avoir un nouvel élément qui va être le cycle de vie de la facture. Donc, on n'est plus dans l'envoi et la réception de la facture, mais une fois que cette facture a été reçue par le client, bah, tout le suivi, tout le cycle de vie de cette facture va devoir être tracé avec 4 statuts qui vont être obligatoires et 10 statuts recommandés qui vont venir en complément, permettre d'identifier un petit peu l'avancée de la facture dans le cadre de son cycle de vie. On le voit ici dans ce schéma, 4 statuts verts vont être obligatoires, quels que soient les outils de gestion, les plateformes choisies ou autres. La notion de dépôt de la facture, dès qu'un fournisseur va
émettre une facture enfin déposer une facture sur une plateforme, ce statut va être mis, mis dans le cycle de vie. Une fois déposée, cette facture va pouvoir être émise par la plateforme après les différents contrôles, reçue par la plateforme de mon client. Et dès ce moment-là, cette plateforme va pouvoir éventuellement rejeter une facture qui serait non conforme en fonction de ce qu'on a vu précédemment, au niveau du format ou éventuellement au niveau du contenu. Si cette facture n'est pas rejetée, elle va être mise à disposition de l'acheteur qui pourra soit la prendre en charge et gérer différents statuts de prise en charge, euh, la mettre en litige, l'approuver totalement, partiellement, éventuellement demander qu'elle soit mise en suspens, complétée par le fournisseur pour que je puisse la traiter et obtenir au final un paiement. À l'inverse, si je ne la prends pas en charge, j'ai un autre statut obligatoire qui va me permettre de la refuser et donc de la sortir du circuit suite à ce refus, un refus plutôt métier, alors que le rejet, lui, va être plutôt un rejet technique. Si cette facture n'est pas refusée, je vais au final l'approuver, faire mon paiement et le transmettre donc à mon fournisseur, fournisseur qui devra, dans le cadre de la TVA sur encaissement, indiquer que la facture a été encaissée pour que la TVA puisse être déclarée au sein de, enfin sur ma déclaration fiscale et donc alimentée de manière automatique. Ça signifie donc que ces 4 statuts obligatoires sont imposés et que les 10 recommandés vont permettre de donner un petit peu plus de visibilité aux fournisseurs, de savoir où en est la facture et tous ces statuts seront disponibles, quels que soient les acteurs, les plateformes de dématérialisation, le PPF, le client, le fournisseur. Ce qui permettra d'avoir un suivi beaucoup plus précis de la facture et on saura exactement ce qu'il en est dans les outils de gestion. Ce qu'on comprend aisément, c'est que pour que ces différents échanges soient opérationnels, la donnée présente dans vos solutions va être importante. Et c'est pour ça qu'il va falloir, dès que possible, et c'est le premier travail que vous allez avoir à faire, c'est le contrôle et la mise à jour de ces données. Il n'y a pas d'autre solution que de s'assurer que toutes les données sont fiables, sont complètes et qu'ainsi les différents statuts, enfin que les différentes données vont me permettre de pouvoir émettre les factures de manière propre, complète, mais aussi de pouvoir les envoyer aux bonnes entreprises, aux bonnes sociétés, aux bons clients et éviter les refus, les rejets des factures en cas d'informations erronées. Comme vous le disiez également, c'est que des contrôles vont pouvoir se faire en temps réel et si ces contrôles s'avèrent mauvais, ces factures vont être rejetées directement par les outils, par les plateformes et donc ça risque de compliquer le quotidien. Qu'est-ce qu'on risque en cas de référentiel ou de données non fiables ou pas à jour? Principalement, ça va être déjà des erreurs de routage des factures. J'envoie une facture au mauvais client qui va me la rejeter. Ça va être des rejets aussi des différentes plateformes qui vont contrôler les données présentes, contrôler aussi les mentions. Donc là aussi, je vais avoir besoin de m'assurer que mes factures contiennent toutes mes informations. Et ce qui va avoir pour conséquence des corrections, des traitements manuels qui vont devoir se faire pour corriger toutes ces erreurs et donc une perte de temps. Si j'ai pas les informations qui sont renseignées correctement dans mes bases, je ne pourrai pas également intégrer de manière automatique mes factures. Ce qui va m'obliger de traiter différentes factures de différentes façons, avec des actions là aussi manuelles. Je vais devoir compléter certains éléments, requalifier des flux pour pouvoir les intégrer dans mes outils. Et puis, tous ces rejets, toutes ces anomalies vont avoir des impacts au niveau de l'administration fiscale avec des risques de contrôle, d'écarts qui vont être générés avec l'administration, donc des flux correctifs qui vont devoir se faire en complément de ce que je devrais faire au quotidien, et donc des, des risques de perte de temps et de travail supplémentaire. L'un des éléments importants, c'est que Sedge peut répondre à cette problématique de base de données à nettoyer et à compléter avec le Data Clean and Control, qui est une solution qui va permettre d'analyser vos bases de données, identifier les manques, aussi bien en termes de paramétrage qu'en termes de données, SIRET manquant, identifiant TVA, adresse, etc.,
et ainsi vous aiguiller sur les modifications à faire pour que votre base de données soit prête le jour J. Donc ça, c'est un élément important qui va permettre de se greffer sur les outils de gestion, que ce soit la comptabilité ou la gestion commerciale, et ainsi vous assurer assez rapidement d'une conformité au niveau de vos données. On l'a dit en préambule, on est à moins de 450 jours de l'échéance légale, ce qui veut dire qu'il va falloir assez rapidement aujourd'hui se lancer dans ce projet de dématérialisation. Parce que si on fait un petit point, on a même moins que 450 jours parce que évidemment, des, des périodes de congés vont arriver, des périodes aussi de bilan qui vont être consacrées à d'autres traitements que la réforme de la facture électronique. Donc il est vraiment très important de commencer dès maintenant parce que ce projet de mise en conformité va nécessiter différentes étapes de cadrage, de paramétrage, de tests, de formation des équipes et donc prendre du temps pour être prêt le jour J et appréhender les nouveaux process. Et comme on le disait, tous les assujettis à la TVA sont concernés. Donc, ce qui représente un certain nombre d'entreprises et le risque, c'est qu'à un moment donné, si on s'y met au dernier moment, on risque d'avoir une saturation des prestataires et donc un risque de ne pas être prêt le jour J. Si on peut vous faire une petite recommandation au niveau du plan de route, on imagine que vous lancez le projet de dématérialisation dès maintenant. Différentes étapes vont être à mettre en place avec des outils qui vont permettre de vous permettre d'appréhender cette réforme. Comme on le disait, la souscription au module Data Clean and Control qui va être, à mon avis, la première étape obligatoire pour pouvoir s'assurer de la bonne conformité des données. Ce module peut venir en complément également de la mise à jour des solutions de gestion pour s'assurer que les outils seront en conformité avec la réforme et permettront d'automatiser tout un tas de traitements, réceptions ou envoi de factures dématérialisées. De mettre en place également toute la partie automatisation de la TVA. La déclaration va être effectivement complétée de manière automatique par les différents échanges, mais pour m'assurer que les montants sont bien les bons, j'ai besoin de contrôler que ce que l'administration me présente est conforme. Donc, automatiser les traitements de TVA dans la comptabilité va m'aider à ces contrôles. En complément, pourquoi pas mettre en place des outils de reporting qui vont me permettre cette fois de mettre en place des états sur mesure afin d'analyser mes données et de pouvoir rapidement et de manière fiable contrôler que tout est conforme. Et puis la mise en place de l'e-invoicing avec la réception des factures dématérialisées en septembre 2026 qui va être la première brique de cette réforme. L'objectif étant à terme, dès 2027, de pouvoir être prêt pour cette dématérialisation totale, en sachant que septembre 2026 et septembre 2027, ce sont des échéances, des dates butoirs. Vous pouvez très bien être en conformité avant. Si vous le souhaitez, dès septembre 2026, vous pouvez recevoir, mais aussi émettre des factures dématérialisées sans aucun souci. Il vaut mieux être prêt avant que trop tard. Dans ce cadre-là, la bonne nouvelle, c'est que Sedge est immatriculé par l'administration et va proposer sans frais supplémentaires, et c'est important de le signaler, une PDP intégrée à ses outils de gestion. Et le fait que Sedge propose cette plateforme de dématérialisation partenaire nativement dans ses outils de gestion, c'est l'un des seuls acteurs qui va le proposer, ce qui va permettre en fait aux sociétés d'avoir la possibilité, via cette PDP, de faire transiter toutes les factures en émission et en réception. L'avantage d'une solution intégrée, c'est que vous allez avoir directement dans vos outils de gestion des fonctionnalités qui vont permettre d'échanger ces factures, de les envoyer, de les recevoir, de les intégrer, de les traiter, et on va le voir juste après. Et donc, ce Sedge Network, donc c'est le nom de la plateforme de dématérialisation de Sedge, va permettre d'automatiser ces flux de données entre les entreprises, évidemment, dans le cadre de la réforme, mais aussi à terme avec tout un environnement, les banques, l'expert comptable, l'administration, et permettre ainsi de connecter toutes les solutions Sedge à l'environnement des entreprises. Le point également important, c'est que cette plateforme n'engendre pas de coûts supplémentaires.
et va permettre, lorsque vous serez en dernière version, de pouvoir vous connecter à cette plateforme et dès cette connexion, de pouvoir bénéficier de la connexion à l'annuaire de l'administration, aux fonctionnalités d'émission et de réception. Si on peut vous faire une présentation de la solution idéale, donc on voit que Sage est au cœur des échanges qui vont avoir lieu entre les clients, les fournisseurs, entre l'administration, le concentrateur de données, donc représenté par le PPF et hébergeant l'annuaire. Et puis sur la partie gauche, on va retrouver les différentes solutions de gestion qui vont pouvoir vous apporter un gain de temps, une fiabilité au niveau de la donnée. Le socle étant bien évidemment toute la partie Sage 100. Les deux outils principaux qui sont la comptabilité et la gestion commerciale vont être des outils qui vont être concernés par cette réforme. Le data clean qui va pouvoir venir enrichir les données et s'assurer de la conformité de ces bases. Le tout, pourquoi pas héberger sur un environnement dit Sage Partner Cloud, donc SPC, avec une externalisation de vos outils de gestion, vous permettant ainsi une simplification des évolutions fonctionnelles, techniques, un affranchissement complet de la gestion de l'informatique de gestion avec un hébergement de ces solutions. Le tout pouvant être reposant sur des outils de reporting qui vont permettre d'analyser les données en temps réel directement sur Excel et permettre ainsi un contrôle en temps réel de ces informations. Entre la plateforme de dématérialisation Sage et mes outils de gestion, et c'est ce qu'on va voir juste après dans le cadre du démonstration, l'outil Sage Automatisation Comptable va avoir un rôle important à jouer parce que c'est cet outil qui va permettre de simplifier l'imputation comptable des écritures, la remontée de ces informations dans la comptabilité ou la gestion commerciale, et permettre donc de se connecter à la PDP qui, elle, recevra toutes les factures de vos fournisseurs. Cette automatisation comptable va permettre également, en plus du flux achat, donc la dématérialisation de ma facture fournisseur, va permettre pour les sociétés ayant des outils métiers au niveau de la facturation, va permettre également de gérer le flux vente et permettre de mettre à disposition là aussi l'administration des factures conformes si vos outils de gestion, vos outils métiers ne sont pas en capacité de le faire de manière autonome. Et dans ce cas-là, des API seront disponibles, des dépôts de factures sur Sage Automatisation Comptable pourront se faire afin que Sage s'occupe de transformer un PDF simple en facture X ou dans d'autres formats, et puis les envoyer à la fois à vos clients, mais également les remonter auprès de l'administration fiscale. Donc, à terme, les deux flux, achat et vente, vont pouvoir être gérés via cet outil d'automatisation comptable. Et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite présentation du module Sage Automatisation Comptable, donc, qui est l'outil de dématérialisation de la facture fournisseur pour le moment. Donc, on va voir comment automatiser la remontée de factures dans la comptabilité à partir de cette application. Donc, Sage Automatisation Comptable est une application en mode SaaS qui va permettre donc de traiter pour l'instant le cycle achat. C'est-à-dire que toutes les factures que vous allez recevoir maintenant ou par la suite dans le cadre de la réforme vont pouvoir être centralisées ici. Donc que ce soit des factures domestiques, de fournisseurs français assujettis à la TVA ou des fournisseurs étrangers, ces factures vont être centralisées sur cet outil et vont pouvoir utiliser le même process, le même chemin pour la comptabilisation et la gestion du bon à payer. On est sur une application SaaS, donc je dispose d'une URL spécifique qui m'est dédiée, je m'identifie avec une adresse mail et un mot de passe, et une fois identifié, j'arrive sur ce tableau de bord qui va me permettre de savoir un petit peu ce que j'ai à faire. Cet identifiant me donne des droits, des accès. J'ai un rôle de comptable et je visualise ici le nombre de factures en attente que je dois traiter, 8 factures en alerte donc qui sont là depuis un petit moment. J'ai aussi un rôle de valideur et j'ai une facture en attente de validation de ma part et puis une facture à vérifier qui va me permettre ici de gérer un litige que j'ai initié suite à la réception de cette facture. L'avantage de la solution, c'est qu'elle est nativement connectée à la comptabilité, c'est-à-dire que une console de synchronisation va me permettre déjà de remonter dans ACS toutes les données structurelles de ma compta. Plan comptable général, mon plan fournisseur, mes journaux, mes modèles de saisie, mes grilles de ventilation, mes clés de répartition. Donc tout ce qui va permettre à l'outil de faire des imputations comptables automatiques va être directement disponible dans l'outil sans avoir besoin de ressaisie. Et puis à l'inverse, cette console va permettre également d'envoyer en temps réel toutes les factures dans la comptabilité
Et puis également, de gérer le bon à payer qui va remonter dans la comptabilité et être à disposition des moyens de paiement pour émettre des campagnes de règlement, non seulement à date d'échéance, mais aussi de factures que j'aurai validées en interne. L'outil est multi-utilisateur. Je peux avoir 10 comme 150 valideurs sans impact particulier au niveau de la licence. Le coût restera le même. Ce qui est important, c'est le volume de factures que vous avez à traiter qui va permettre de déterminer le coût de la licence. Et la solution est également multi-société, donc je peux traiter autant de sociétés dans ACS que j'en ai en comptabilité, par exemple. Pour alimenter la solution, je vais avoir différentes possibilités, différents canaux d'alimentation. Ça va être aussi bien le dépôt manuel, comme je vais le faire ici, de fichiers PDF que je vais déposer sur la plateforme, que l'envoi par mail, que ce soit mon fournisseur qui me l'envoie directement, que ce soit moi qui reçoive des mails et qui les redirige sur une adresse que l'on détermine. Ça peut être aussi des factures papier que je vais scanner et avec tous les scans maintenant, on a la fonction scan to mail qui va me permettre de l'adresser également au site. Et puis à terme, bien évidemment, vous disposerez d'un connecteur avec la plateforme de dématérialisation de Sedge, donc Sedge Network, qui est la PDP, ce qui me permettra de ne pas avoir besoin d'aller récupérer mes factures, de les déposer. Tout se fera de manière automatique. Les factures seront centralisées dans l'outil. Comme je vous le disais, on va déposer ici des factures manuellement. Je vais ajouter un nouveau document ici. Je vais pouvoir sélectionner la société sur laquelle je veux déclarer déposer mes factures. Et puis, je vais aller ici, sélectionner les factures que j'ai reçues. Je vais en prendre hop, 2 ici et je vais les envoyer. L'outil va analyser les documents et va voir à quel document il est confronté. Donc, on disait du PDF simple, et dans ce cas-là, c'est l'OCR qui va permettre de traiter la facture, donc l'outil de reconnaissance de caractère. Et puis, ACS est déjà en capacité, comme vous le voyez ici, vous avez certaines factures avec une icône bleue XML. L'outil est déjà en capacité de traiter de la facture X et donc de la facture qui répond déjà à l'obligation de dématérialisation. Et dans ce cas-là, on va être sur l'analyse du fichier structuré, donc qui est normé et qui est valable pour tous les éditeurs, et ce qui va me permettre d'identifier précisément dans ce document les balises dont j'ai besoin et savoir à quel endroit j'ai un numéro de facture, une date, une référence, des montants, des taux de TVA, etc., ce qui va me permettre de fiabiliser la reconnaissance des informations. Dans mon petit hub, je vois que le système a terminé le traitement et que les 2 documents ont été importés. Et effectivement, en rafraîchissant la liste, je vais retrouver ici les différentes factures qui ont été traitées. Donc, j'ai 2 factures qui ont été déposées le 1er juillet. Je vois que j'ai la date de facture qui a pu être reconnue, le numéro du document, la société sur laquelle j'avais déposé les factures, et puis je retrouve ici des informations sur la valorisation hors taxe, TVA, TTC. En cliquant sur ma ligne, je vais pouvoir ici consulter le détail de ma facture, avec, au niveau de l'utilisateur, la possibilité de gérer l'affichage comme je le souhaite. Je vais organiser l'affichage en fonction de mes besoins et je vais pouvoir disposer donc de cet écran comme j'en ai envie. Je retrouve donc ma facture au format PDF et sur la droite, toutes les données qui ont pu être récupérées. Alors, certaines informations ont été reconnues par rapport à ma base de données de fournisseur. Et là, le système a pu reconnaître mon fournisseur du bois parce que j'avais configuré les numéros SIRET, les identifiants TVA, des adresses, euh, des RIB. Et là, le système m'indique que je n'ai pas de RIB sur la facture, donc il me prévient. Également, j'aurais une différence de RIB. Le système me préviendrait que je n'ai pas le même RIB dans la comptabilité. J'ai mon numéro de facture qui a été récupéré. J'ai pas de référence, mais je vais pouvoir lui dire que la prochaine fois, je veux que la référence soit récupérée ici. J'ai ma date de facture. Le système va identifier si on est justement sur une facture ou sur un avoir. Et puis, j'ai retrouvé les informations de pied de facture, le total hors taxe, TVA, TTC. Là, on va être sur une imputation donc, de pied de facture, mais avec la facture électronique, la facture dématérialisée, j'aurai la possibilité de faire des imputations à la ligne. Et par le biais de mapping, je pourrais indiquer que si je vois un libellé prestation de formation, je veux que ça soit tel compte comptable qui soit utilisé plutôt que d'autres. Également, je vais pouvoir gérer différentes catégories de factures qui vont me permettre de déterminer le type de comptabilisation, le type de validation de ces factures, combien d'étapes de validation je vais avoir en fonction de différents critères. Et là aussi, on va pouvoir gérer ce qu'on appelle des workflows dynamiques qui vont se baser sur des informations de la facture. Et puis en lien, on va mettre en place une organisation qui va me permettre à chaque étape de validation de déterminer qui sont les personnes concernées par la validation. Et l'outil peut le faire de manière automatique ou l'utilisateur pourra le faire s'il le souhaite manuellement en fonction des besoins.
Je vais retrouver ensuite les imputations comptables et le système va m'indiquer d'éventuelles anomalies. Donc il me dit que j'ai des anomalies d'imputation comptable et je vois qu'effectivement, il manque une date d'échéance que je vais pouvoir soit saisir manuellement si je le souhaite, soit lui demander de recalculer par rapport aux informations qui sont présentes sur la facture, comme c'est le cas ici. Donc, je retrouve bien ma date d'échéance, mon mode de règlement. Je peux faire du multi-collectif et éventuellement éclater ma facture en plusieurs échéances. Et je retrouve tout en bas mon compte de charge et mon compte de TVA qui a été généré. J'ai la possibilité éventuellement de supprimer cette proposition d'imputation comptable et la recommencer, d'utiliser pourquoi pas des modèles de saisie dont j'ai la possibilité par rapport à ce que j'ai paramétré dans la comptabilité. Et, et l'avantage, c'est que tout ce que vous avez dans la compta vous permet d'être récupéré ici. Et puis, en complément, j'ai même la possibilité de déterminer des périodes d'application pour tout ce qui va être charges et produits constatés d'avance, et en l'occurrence ici les CCA. Je vais pouvoir dire que cette facture, elle va du 1er août 2025 et jusqu'au 31 juillet 2026. Et ces informations, comme on va le voir, vont remonter dans la comptabilité. On pourrait également rajouter des informations libres qui seraient en tête de document et remonter dans la comptabilité. Tout ça, ça va être possible dans le cadre du déploiement. L'analytique va être également gérée. Et là, le système me propose une ventilation analytique qui a été faite automatiquement, que je vais pouvoir valider ou revoir éventuellement. Et dans ce cas-là, je pourrais très bien dire, voilà, je sais que c'est ma cellule de Metz, c'est mon atelier de réparation de Metz, et je le ventile sur cette section. Là aussi, les grilles de ventilation analytique, les clés de répartition de la comptabilité vont pouvoir être utilisées si j'en ai défini sur mon dossier. Si j'ai besoin de rajouter des pièces jointes, je vais pouvoir stocker des PDF, du Word, des Excel, ce que je veux en complément de cette facture. Et ça va venir alimenter le cycle de vie de cette facture. À partir du moment où tous les contrôles bloquants ont été levés, j'ai plus d'anomalies sur ma facture, je vais pouvoir pourquoi pas poser une question à un autre utilisateur sur la conformité de la facture éventuelle. Je peux la mettre en litige dès à présent, et dans ce cas-là, la facture va être mise de côté en attendant que le litige soit levé, ce qui n'empêche pas pour autant une comptabilisation éventuelle. Si j'en ai la possibilité et le droit, je peux également la mettre en bon à payer, et dans ce cas-là, la facture sera directement validée et pourra être payée dans la comptabilité. Et puis dans mon cas, je vais la transmettre à la validation d'un des membres de mon service achat. Et ici, j'ai la liste des personnes qui sont concernées. Donc là, on est dans une validation et une affectation manuelle. Le workflow dynamique, lui, aurait la capacité d'identifier le bon valideur en fonction du document que vous recevez, un fournisseur éventuellement autre. Je peux définir cette facture comme prioritaire afin qu'elle soit visuellement tout de suite accessible au valideur. Et puis, j'ai apporté des modifications sur mon champ référence juste avant. Je peux demander au système de les conserver pour la prochaine fois. Et de cette façon, le système récupérera bien les champs que je lui ai indiqués dans la zone référence. Je transmets mon document. Et évidemment, cette facture va disparaître de mon encours. Et plus je vais traiter de factures, plus les informations vont s'imputer de manière automatique. Je n'aurai plus que du contrôle et du transfert d'informations, de la validation d'informations en fonction de mon rôle dans l'application. Je constate ici que cette facture a été traitée. Donc, elle a été envoyée au valideur qui va recevoir une notification par mail si on l'active, donc à chaque nouvelle facture. On peut recevoir également une notification quotidienne, un récap de tout ce que j'ai à faire dans l'application, avec un lien me permettant d'ouvrir l'application sur mon ordinateur. Et également, je vais avoir la possibilité d'utiliser une application mobile en tant que valideur sur iOS ou Android, me permettant de valider les factures que l'on me soumet. Dans mon cas, je vais me connecter ici en tant que Vincent, personne à qui j'ai envoyé la facture à valider. Donc, l'outil permet de gérer également la délégation. Pendant une période d'absence, je vais pouvoir indiquer qu'une personne me remplace. Et dans ce cas-là, c'est lui qui va faire les validations à ma place. Je vois que j'ai 11 factures à valider, 2 en attente depuis un petit moment, en alerte. Et puis, j'ai aussi un litige qui est à traiter ici. Si je regarde ici les différents traitements que j'ai à faire, je retrouve la facture que je viens d'envoyer. Elle est visuellement accessible tout en haut. Et je vais retrouver à peu près la même présentation que je vais pouvoir organiser comme je le souhaite par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Ce qui est important, c'est que je vois déjà ici que j'ai un numéro de pièce comptable. Donc moi, ma facture est remontée dans la comptabilité de manière automatique. Elle est déjà accessible au comptable avec un workflow de validation en attente. Si je regarde effectivement dans la compta,
et que je vais chercher ici, dans mon journal d'achat, cette facture. Donc, je suis dans mon journal d'achat, je prends mon numéro de pièce 17, je valide, ben, je retrouve effectivement ma facture. La facture qui a monté, donc c'est la facture que je viens de gérer. Et si je regarde dans mon journal, effectivement, ben, je retrouve bien mon numéro de facture, la référence que j'avais indiquée, les comptes comptables qui ont été utilisés. Et puis, bah, je vais retrouver directement ici déjà le fait qu'un document est associé. Alors, on n'a pas un document lié, mais on a un lien qui va me permettre d'aller consulter dans ACS la facture associée à cette écriture. Donc, je vais pouvoir visualiser la facture directement et savoir où j'en suis, regarder l'activité de cette facture, qui doit la valider, éventuellement un litige qui aurait été posé, et j'aurai toutes les informations qui vont me permettre de justifier un retard éventuellement de paiement. En complément également, je vois que la facture ici, dans le mode de règlement, elle est en attente de bon à payer. Donc la facture n'a pas été validée encore. Et si je regarde un peu plus en détail, ben, je constate que dans l'historique du bon à payer, je vois effectivement qu'elle est à valider et que c'est dans ACS que la validation devra avoir lieu. J'ai ma date d'échéance. Je retrouve également sur mon compte de charge les dates que j'avais appliquées, donc le 1er août au 31 juillet de l'année suivante, ce qui va me permettre d'utiliser la fonction de génération des écritures de régularisation, mes CCA avec mes états de contrôle. Et puis, je retrouve deux choses. Je retrouve également toute la partie TVA qui s'est alimentée de manière automatique, ma base taxable, mon hors-taxe, mes taux, mes provenances, etc. Ce qui va me permettre de gérer ma TVA et de sortir mes états de contrôle euh, sans aucun souci. Et puis, bah, je constate également que l'analytique est bien remontée et la section que j'avais indiquée, mon atelier de réparation de messe, a bien été ventilée. Et j'aurais pu faire du multiventilation si je le souhaitais. Donc là, ma facture est bien en compta et elle va être à valider dans ACS. Ce que je vais faire ici, en tant que Vincent, cette facture, je vais pouvoir agir dessus. Et moi aussi, j'ai la capacité de mettre en litige, de mettre un bon à payer, éventuellement de la transmettre s'il y a un autre niveau de validation qui doit être fait. Et puis, ben, je pourrais aussi, pourquoi pas, la renvoyer à l'étape précédente, à la compta ou vers un autre valideur si je me rends compte que ce n'est pas moi qui dois valider cette facture. Chaque action étant tracée, chaque activité va être conservée dans l'application. De mon côté, je vais la mettre en bon à payer. Je peux mettre un petit message qui n'est pas obligatoire, OK, paiement, et je mets mon bon à payer et le système va me proposer de passer aux factures suivantes et je vais pouvoir de cette façon-là les valider une par une. Je peux également, si je le souhaite, contrôler ces factures et puis une fois qu'elles ont été contrôlées, je vais avoir la possibilité de faire des validations en masse. Je les sélectionne toutes et je demande une validation en masse. La facture a été traitée. Je vois que voilà, le document a été validé. Si je me reconnecte en tant que Bruno et que j'accède à cet environnement, donc la facture a été validée définitivement. Donc plusieurs choses vont être faites. D'une part, la facture va être archivée sur une durée de 10 ans, un archivage à valeur probante, donc on va stocker toutes ces factures sur cet environnement. Euh, et cette facture va aussi être remontée dans la comptabilité et le bon à payer va être mis à jour. Et si je retourne sur mon écriture du mois de juillet, dans mon journal d'achat, bah, je vais constater plusieurs choses. Je constate ici que le mode de règlement a bien été repris. Donc la facture doit être réglée par chèque au 31 juillet. Et puis, ben, si je regarde l'historique du bon à payer, je constate qu'effectivement, elle a bien reçu le bon à payer et que les moyens de paiement auront la possibilité de récupérer cette échéance et de générer le règlement de la facture. Donc côté compta, on a traité de manière complète la facture, elle est enregistrée et disponible pour le paiement. Côté ACS, comme je disais, la facture va être archivée, va être disponible à tout moment et je vais avoir la possibilité de faire des recherches dans l'application. Ces recherches vont pouvoir se faire sur différents champs qui ont été indexés sur la facture. Éventuellement, je recherche un numéro de facture en particulier, un numéro de pièce comptable. Et si je recherche ici le numéro de pièce 17, bah, je vais retrouver différentes factures en lien avec ce numéro 17. Je vais pouvoir également identifier des factures par rapport aux dates, des échéances, date de facture, date d'export. Et puis, bah, je vais avoir aussi la possibilité ici de rechercher les factures par rapport au contenu. Si je tape ici formation, et que je fais une recherche de ces factures, je vais retrouver tout en bas, normalement. Alors, je vais retourner sur cette fonction de recherche, pardon. Hop.
Si je cherche ici formation, hop, que je lance ma recherche, je retrouve ici toutes mes factures. Et si je regarde la facture qui est ici, hop, alors évidemment, voilà, je vais en prendre une autre. Voilà, hop, je recherche formation. Je retrouve ces factures. J'ai différentes informations disponibles. Bah, je peux savoir si elle a été validée totalement, partiellement et à quelle étape elle en est. Si je reprends cette facture 17 dont on parlait tout à l'heure, j'ai bien ma facture qui a été retrouvée. Et j'ai ici un petit tampon qui va me permettre de visualiser que la facture a bien été euh, validée, où elle en est dans la compta. Donc on a rajouté le numéro de pièce comptable, on a rajouté les différents acteurs de la validation avec Bruno qui a validé comptablement et Vincent qui a validé en niveau 1. Et si je regarde dans l'historique, je constate que c'est Vincent qui a validé, mais en fait c'est Bruno qui l'a fait à sa place. Donc on a vraiment la traçabilité au plus fin dans l'application. Toutes les factures que j'ai recherchées ici vont pouvoir être exportées. Et dans ce cas-là, je vais pouvoir choisir les factures à extraire et faire une demande d'extraction. Et cette extraction va me permettre de recevoir un lien de téléchargement de toutes les factures, incluant ou pas les PDF. Et dans l'export, je vais pouvoir également choisir les colonnes que je veux récupérer dans mon fichier Excel. J'aurai donc systématiquement, dans ce cas-là, un fichier Excel récapitulatif et tous les PDF des factures associées que je peux même envoyer à d'autres destinataires si je le souhaite, en plus de toutes ces factures donc sont disponibles par le biais de recherche, mais aussi par le biais de statut. Voilà, toutes les factures qui ont été validées vont être centralisées dans cette banette bon à payer. Factures que je vais pouvoir archiver, donc mettre de côté pour ne conserver que les plus récentes. Et puis, faire des recherches aussi ou des filtres sur les différentes listes pour retrouver les informations dont j'ai besoin. Toutes ces vues vont pouvoir être gérées au niveau des droits. C'est-à-dire que par défaut, tout le monde peut accéder à tout le monde, mais je vais pouvoir limiter les accès à un utilisateur par rapport aux factures qu'il valide, aux factures de son service et à différents éléments de cet ordre. Voilà pour cette partie ACS. Donc voilà, ce qui est important de bien comprendre, c'est que cet outil va vous permettre d'anticiper la mise en application de la réforme de la facture électronique, parce que dès à présent, vous allez pouvoir utiliser des process automatiques qui seront applicables dès maintenant, mais qui seront toujours valables le jour J et vous permettront de vous simplifier encore un peu plus vos traitements au 1er septembre 2026 parce que vous n'aurez plus besoin d'alimenter ACS de factures papier, PDF ou autres. Toutes les informations vont être déposées de manière automatique avec la connexion à la plateforme de dématérialisation de Sedge et ces factures seront directement disponibles pour traitement. Et l'outil vous permettra bien évidemment de continuer à traiter des factures autres, factures que vous recevriez éventuellement de fournisseurs étrangers au format papier, au format PDF. L'outil sera en capacité donc de traiter ces factures de la même façon, une récupération multi-canaux, et le traitement derrière sera uniformisé quelle que soit l'origine de la facture. Voilà pour ACS. Jessica, je ne sais pas si tu as des questions. Si, il y a plusieurs questions. Alors, je te lis la première. Le statut rejeté indique la volonté de recevoir un avoir. Alors, le rejet, non. Le rejet, ça signifie que la facture ne répond pas d'un point de vue technique aux obligations de la réforme, éventuellement que ce soit au niveau du format ou au niveau du contenu. Ça sera plus sur la notion de refus qui, elle, pourra éventuellement gérer cette notion-là. Mais après, une fois que la facture est acceptée, c'est pas parce qu'elle est acceptée que vous allez mettre un bon à payer tout de suite ou que la facture va être validée, comme on le disait, totalement ou partiellement. Cette notion-là, vous allez pouvoir faire une demande complémentaire. Si je retourne sur la slide du circuit, je pourrais très bien la mettre éventuellement en litige ou la suspendre pour demander à mon fournisseur de la compléter. C'est là qu'on va pouvoir gérer ces différentes demandes, pourquoi pas d'avoir, etc. J'ai une autre question. C'est une personne qui reçoit des factures à la fois en France et d'autres pays qui sont dans l'Union européenne ou hors Union européenne. Mhm. Les factures françaises, donc cette personne réceptionne bien les factures via ACS, la PDP. Oui. Et pour le reste, comment ça se passe? Alors effectivement, toutes les factures, on va dire domestiques, vont être reçues automatiquement par ACS
en lien avec la plateforme de démat. Donc là, la récupération se fera de manière complètement transparente. Pour tout ce qui va être facture non soumise à cette obligation, vous allez continuer à les recevoir de la même façon. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, soit vous allez déposer un PDF manuellement sur l'environnement, soit vous avez une adresse mail dédiée pour la réception des factures et vous envoyez ces factures à cette adresse et ACS va les récupérer. Voilà, ça va être là, l'alimentation va être un peu moins automatique avec la PDP, mais tout aussi possible parce que vous centraliserez absolument toutes vos factures, quelle que soit leur origine. Donc, ACS permettra vraiment de gérer ça, à la différence de la comptabilité typiquement, qui disposera évidemment de connecteurs aussi, mais ces connecteurs ne pourront récupérer que les factures de la PDP. J'ai une nouvelle question. Est-ce que cette solution, elle remplacera Chorus? Alors, Chorus, ça va être plutôt la plateforme de démat de l'administration. Donc, pour le moment, Chorus va toujours être disponible. Et typiquement, quand vous allez émettre une facture à partir d'une GESCOM à l'intention d'un établissement public, la facture va transiter par votre PDP et va être ensuite envoyée à la plateforme de l'État. Donc, Chorus n'a pas vocation à disparaître pour le moment, en tout cas. Et ça sera la plateforme de dématérialisation des établissements publics, des administrations. J'ai une nouvelle question. Quand est-ce que ACS sera prêt pour émettre des factures clients en Facture X et les soumettre au PDP? Alors ça, c'est prévu pour la fin d'année 2025, donc c'est courant octobre que Sedge a communiqué la mise à disposition de cette partie-là. Alors en sachant que Sedge ACS va permettre de faire transiter les factures clients, effectivement. Donc on imagine que vous avez un outil de gestion, un outil métier de facturation qui n'est pas compatible. Il génère du PDF. Ces PDF pourront être déposés sur ACS. Vous aurez la possibilité, suite à des contrôles, de compléter certaines informations qui seraient éventuellement manquantes. Euh, et ces informations manquantes, une fois mises à jour, permettront de générer des factures au format attendu par l'administration. Donc ça peut être du PDF, ça peut être pourquoi pas du FactureX. On imagine que votre outil de gestion fait du FactureX mais n'a pas la connexion avec une PDP, Sedge pourra les récupérer. Ça pourrait être du fichier CSV aussi qui sera récupérable et permettra de générer ces factures. Donc ça, c'est courant octobre 2025 que la solution intégrera cette brique complémentaire. J'ai une nouvelle question d'une personne qui a une petite structure avec des faibles quantités et qui n'a pas de circuit de validation. Est-ce Mhm. qu'ils peuvent utiliser Sage PDP sans ACS? Alors, on peut utiliser. Alors, de toute façon, la plateforme de démat est liée à la partie compta, gestion. Donc, le fait d'avoir un produit 7G100 vous donne accès à cette PDP. Et après, des connecteurs seront également disponibles entre une comptabilité et la plateforme de dématérialisation et permettront de remonter dans la comptabilité les factures. Euh, le data clean dont on parlait tout à l'heure, qui a vocation, dans un premier temps, à nettoyer la base, va aussi avoir vocation à automatiser certains traitements et permettra de faire des imputations comptables simples à partir de modèles de saisie pour enregistrer les factures directement dans la compta. Mais la différence, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'autant ACS permettra de regrouper l'intégralité de vos factures fournisseurs, qu'elles soient de fournisseurs français ou étrangers. Si vous n'avez que la comptabilité Sedge, vous ne pourrez intégrer dans la comptabilité que des factures qui seront sur votre plateforme de dématérialisation, donc que des factures de fournisseurs français. Donc si c'est le cas, ça pose pas de souci. Si c'est pas le cas, il y aura des traitements manuels complémentaires. Et effectivement, la différence entre les deux, c'est que ACS peut permettre en plus de gérer des workflows de validation. C'est pas une obligation, mais c'est possible, à la différence de la compta qui n'en dispose pas naturellement. J'ai une nouvelle question. Est-ce qu'on peut dès à présent déposer nos factures de vente non conformes et les transformer via la PDP? Alors, ça ne sera pas directement sur la PDP, mais ça sera donc via ACS. Donc, pour l'instant, c'est pas encore possible. Ça va l'être à compter donc à partir de cette fin d'année, à partir d'octobre 2025, que vous aurez cette possibilité. Et encore une fois, via ACS. Vous ne pourrez pas directement sur la plateforme de démat de Sedge déposer des factures. Ce sera ACS qui fera l'intermédiaire, qui regroupera toutes ces factures, les analysera, vous donnera des contrôles, enfin remontera d'éventuelles anomalies, vous permettant ensuite de les envoyer sur la PDP.
J'ai une question concernant le data clean. Est-ce qu'il est déjà intégré dans Sage ou est-ce qu'on doit, c'est une option qu'on doit demander? Alors, il est intégré depuis les versions 10, donc c'est une option que l'on considère nous comme étant obligatoire parce qu'elle apporte évidemment beaucoup de sécurité en termes de données. Donc c'est une option disponible depuis les versions 10 et que vous pouvez avoir sur toutes les dernières versions, donc les 10, 11, voire 12 qui vont être disponibles prochainement. Donc c'est intégré nativement à la comptabilité et on a déjà abordé quelques fois le sujet sur de précédents web séminaires. Donc normalement sur notre chaîne YouTube, vous avez quelques petites vidéos qui vous permettent de voir un petit peu son mode de fonctionnement. Et Sedge a aussi communiqué là-dessus par le biais de vidéos de présentation. J'ai une question. Comment s'inscrire aujourd'hui à Sage PDP? Alors, toutes les inscriptions, donc elles sont ouvertes depuis maintenant quasiment un petit mois, depuis le 5 ou 6 juin. Euh, Sedge communique par mail et normalement vous êtes destinataire d'un mail avec la possibilité de vous inscrire à la PDP. Donc il n'y a pas beaucoup d'étapes à suivre. Il y a besoin de récupérer un numéro de client Sedge, les informations d'identification de votre structure. Et à partir de là, vous allez pouvoir déclarer, faire un préenregistrement permettant d'indiquer à l'administration que vous avez choisi Sedge comme plateforme de dématérialisation, en sachant que vous pouvez avoir plusieurs plateformes. Et l'avantage, si vous prenez dès à présent Sedge, c'est que vous avez déjà répondu à la première obligation, qui est effectivement d'avoir une plateforme de démat permettant de recevoir à terme vos factures fournisseurs. Euh, Sans coût supplémentaire, comme on le disait, vous avez avec Sedge l'intégration native de cette réception de factures. J'ai une nouvelle question. Est-ce que ACS et le PDP est-il compatible avec Sage FRP 1000? Alors, côté FRP 1000, l'outil est quasiment le même, sauf que il communique avec une comptabilité 1000. Il n'y a pas le nom ACS, je n'ai plus en tête son nom, mais c'est l'équivalent pour la ligne 1000 et le fonctionnement est sensiblement identique au niveau, alors tout au moins au niveau de la récupération des données des factures, au niveau de l'OCR, du lien avec la PDP, du traitement du workflow de validation. Donc tout ça c'est identique. Et après, évidemment, le pont avec la comptabilité se fait de manière différente. On est sur deux environnements qui sont complètement différents. Mais l'esprit est exactement le même. Je crois que ça s'appelle Sedge Dématérialisation 1000, il me semble, en ligne 1000, si je ne dis pas de bêtises. La prochaine question, comment est-ce que la facture reçue peut être reliée à la commande d'achat et ou au bon de livraison fournisseur? Alors effectivement, on a la possibilité de connecter ACS à la comptabilité, comme on l'a vu, mais également à la gestion commerciale 7G100. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va pouvoir indiquer qu'une facture que l'on reçoit dans ACS doit être rapprochée soit d'une commande, soit d'un BL, ce sera l'un ou l'autre, on ne pourra pas faire les deux. Et à partir de là, vous pourrez faire ce qu'on appelle du rapprochement et vous assurer que la facture que vous recevez est bien conforme à ce que vous avez dans la gestion commerciale. Si c'est le cas, vous pouvez faire un rapprochement total, ça peut être du rapprochement partiel, ça peut être éventuellement, vous pouvez modifier éventuellement les informations de la gestion commerciale directement à partir d'ACS, modifier des quantités ou des prix qui seraient quelque peu différents de ce qui était prévu. Et à partir de là, une fois que le rapprochement est fait, le BL ou la commande qui est dans la gestion commerciale va se transformer automatiquement en facture et permettre donc de, de constater la réception de la facture du fournisseur. Et puis derrière, côté ACS, vous allez pouvoir traiter le bon à payer en question. Donc il y a bien une double connexion à la fois avec la comptabilité et avec la gestion commerciale. Alors, je vais prendre une dernière question. On parle de V12. Quand est-ce qu'elle sera disponible? Alors, la V12 est disponible pour les utilisateurs de la version SPC depuis le mi-juin et les utilisateurs de la version on-premise, donc installée sur vos serveurs, euh, sur vos réseaux d'entreprise, va être disponible le 18 juillet. Donc, elle sort dans très peu de temps. Euh, Côté Apogea, il y aura une petite phase de validation qui est prévue dans la foulée, ce qui signifie que d'ici grosso modo la fin du mois de juillet, nous commencerons à déployer chez nos clients la version 12 de Sedge 100.
et vous pouvez consulter toutes les nouveautés fonctionnelles directement à partir de votre application que vous avez déjà. Vous avez une tuile nouveautés qui vous fait la liste de toutes les nouveautés depuis la version la plus récente jusqu'à la version que vous utilisez actuellement. Donc oui, 18 juillet. Je tiens à préciser à tous les participants que si vous avez des questions, parce que malheureusement on ne pourra pas répondre à toutes les questions, il y en a énormément, je vous conseille de vous rapprocher de votre commercial. Il va vous pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. Comme j'ai dit au début du webinaire, cette session a été entièrement enregistrée et elle sera disponible sur notre chaîne YouTube Apogea. Merci à tous les participants de nous avoir écoutés et merci à Bruno pour avoir animé ce webinaire. Je t'en prie, merci à tous. Bonne Bonne journée, à journée. bientôt. Au revoir.